Nous sommes au milieu de cette année 2024. Comment évoluent les prix? Comment évoluent les transactions? Comment évoluent les conditions d'emprunt? Et surtout dans un contexte économique et politique incertain, quelles sont les perspectives? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui sur le plateau. Caroline Arnoux, bonjour. Bonjour. Caroline Arnoux, vous êtes directrice générale de CAFPI et aussi présidente de l'APIC, l'association des courtiers en crédit. Charles Marinakis, bonjour. Bonjour. Président du réseau Century 21 France, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier. Alors à tous les deux, peut-être en guise d'introduction, puisqu'on est à la mi-temps de cette année 2024, si on regarde dans le rétroviseur sur ces 6 premiers mois de l'année, comment qualifier en termes d'activité ces 6 premiers mois, peut-être avec une connotation sportive, comme on est aussi à l'approche des Jeux Olympiques? Charles. Écoutez, si on devait lui donner une connotation sportive, on peut dire qu'on a fait une bonne première mi-temps, puisqu'on est à la moitié de l'année. Vous le savez, le marché de l'immobilier qui était quand même en berne commençait à frémir de nouveau. Moi, j'avais appelé ça le printemps de l'immobilier parce que historiquement, c'est une période qui est favorable aux mutations et aux acquisitions. C'est cela qu'on a trouvé à peu près au mois d'avril avec des prix qui ont commencé à se stabiliser, enfin qui continuent à baisser mais dans une moindre mesure, et puis surtout un volume d'activité, de transactions qui reprend un petit peu des couleurs. Voilà, donc on n'est pas encore... ça ne se matérialise pas au score, mais on a fait plutôt une bonne première mi-temps. Voilà. Bonne première mi-temps. Caroline. Moi, je dirais le rebond. Effectivement, là, on est dans une phase de rebond avec, au niveau des crédits, un début d'année qui était encore très, très poussif, puisque la production de crédit était quand même au plus bas depuis, on n'avait jamais vu ça depuis 2015. Et puis là, un vrai rebond depuis le mois d'avril avec une production de crédit en hausse très forte et surtout des demandes. Nous, on a noté plus 35% de demandes depuis le début de l'année. Donc voilà, on est vraiment sur un rebond et on attend le deuxième semestre avec un peu en expectative. Ouais. Ça, on l'évoquera évidemment. Alors, la balle est en l'air. La balle est en l'air. On parle de rebond, on parle de bonne première mi-temps. Alors justement, on va voir vos indicateurs à tous les deux pour voir l'évolution des prix, des ventes, la demande et aussi les transactions. Charles Marinakis, une sélection tout d'abord France entière. Alors France entière, l'activité telle que vous pouvez le voir, elle s'est malgré tout ralentie de nouveau au premier semestre 2024 versus 2023. Mais selon l'expression politique consacrée, c'est une croissance négative. On va dire que ça c'est moins déprécié que le reste du temps. Vous voyez un cumul malgré tout sur 30 mois quasiment à 35%. C'est beaucoup en termes de volume d'activité. Les prix qui ont continué à baisser, mais ça c'était une logique, c'était je dirais une tendance qui se confirme. Charles, on voit juste quand même au niveau de l'activité, c'est vrai que là vous avez le tableau par rapport à l'année dernière, le premier semestre, mais vous avez le deuxième tableau sur l'activité par rapport à janvier 2022, on est quand même à moins 35%. Oui, moins 35%. C'est pas anodin. Non, c'est très loin d'être anodin. D'ailleurs, vous le voyez, le marché est marqué de cette décroissance de la volumétrie. Évidemment, on l'évoquera du point de vue des financements, mais aussi nos agences et nos confrères du métier de l'immobilier sont aussi marqués par cette décroissance des volumes qui est très significative parce que le temps passe. Alors on dit cette année c'était moins 20, c'est mieux parce que c'est moins 10. Mais enfin, in fine, ça fait quand même moins 32 parce qu'on parle de moins 10 sur moins 22. Donc on arrive effectivement à une volumétrie de moins 35%. Mais on était sur des années aussi, on a connu une année exceptionnelle à 1 200 000 transactions notamment. Oui. Donc là, je pense que si vous voulez, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le marché français, c'est une volumétrie d'environ 850 à 900 000 transactions par an. C'est une volumétrie qui correspond à la taille de notre marché. Voilà. Donc c'est en train de s'ajuster de nouveau. Les prix continuent à baisser, mais moins vite qu'ils ne l'ont fait ces derniers temps. Et puis, vous voyez, les délais de vente s'allongent pour les maisons. Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que post-Covid, c'est quand même les maisons qui ont mis le feu au marché de l'immobilier, concrètement. Voilà, donc c'est normal qu'aujourd'hui, ce soit ce type de biens qui régresse le plus, vous voyez, en termes de délai de vente. Voilà, donc là, les délais s'allongent France entière. Après,
vous connaissez ma conviction sur cette interprétation de France Entière. Il y a de telles disparités aujourd'hui. Il y a plusieurs vitesses. Donc, je retiens ce que tout le monde a bien admis maintenant depuis plusieurs années. Il y a des marchés de l'immobilier et non plus un marché de l'immobilier. Donc, on verra peut-être tout à l'heure Paris ou la région parisienne. Alors, on va regarder justement Paris. Je crois qu'on a justement des infographies sur Paris, voilà, avec l'activité en baisse. Vous voyez l'activité en baisse, moins 37%. Ouais. Je l'avais dit dans la conférence de presse de janvier, c'est Paris cette fois-ci le plus contributeur. Paris est la région parisienne qui a le plus souffert de la contraction du marché. Vous le voyez là, à moins 37. Des prix finalement à moins 9 et qui continuent à baisser à moins 6 sur le premier semestre 2024 versus 2023. Et puis là, vous le voyez, le frémissement, vous le voyez dans les délais de vente, il s'est réduit de 4 jours. C'est pas encore parfait, mais on voit que ça, c'est le premier marqueur de la redynamisation du volume de transactions, alors qu'on était à plus 12 jours si on le compare aux 2 années précédentes. Voilà. Et puis un autre indicateur, alors là, ça concerne l'Île-de-France. Voilà, deuxième parent pauvre, entre guillemets, de la contraction du marché, à moins 38, vous voyez, sur 30 mois, c'est considérable pour la partie Île-de-France, avec le prix des maisons qui a baissé quasiment de 10%, et vous voyez, les appartements, quasiment de 15% sur 30 mois. En même temps, on a connu des périodes très inflationnistes sur 2021-2022. Voilà, des prix qui ont baissé quand même depuis, sur les 2 semestres comparés 2023-2024, on est quand même à moins 12%. Oui, alors je maintiens que c'est vraiment cette année, en tout cas sur les 24 derniers mois, Paris et l'Île-de-France est plus en souffrance que le reste de la France, et a fortiori qu'une partie de la France, qui est encore en croissance. C'est ça qui peut paraître paradoxal, mais pourtant c'est le cas. Voilà. Alors, pas évident de se projeter, mais quand même, on verra avec Caroline justement à la fois les conditions d'emprunt et les taux d'intérêt. Est-ce que selon vous, la baisse des prix qui est enclenchée va s'accélérer au second semestre ? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle s'accélérera. Je pense que le gros de la vague est passé. L'ajustement des prix qui était nécessaire, vous le voyez à Paris, à moins 15%, ou dans la région parisienne, il fallait ça. Alors au début, il y a 18, 20 mois, 24 mois, quand sur différentes chaînes de télévision, de radio, je disais il faut que ça baisse de l'ordre de 15%. Tout le monde disait oh là là, 15%. Mais oui, on est arrivé finalement au 15%. Et il fallait ça. Vous le savez, il y a une règle arithmétique, vous expliquerez très bien tout à l'heure, une corrélation directe entre les taux et la capacité d'emprunt des ménages. C'est lié, donc c'est presque mathématique, si vous voulez. C'est ce qu'il fallait pour que le marché arrive, si vous voulez, à retrouver une situation que moi j'appelle une situation d'équilibre. Ça veut dire des prix qui sont acceptés par les vendeurs et acceptables par les acquéreurs. Très bien. Caroline Arnoux, alors vous l'évoquiez tout à l'heure, les conditions de crédit évoluent et notamment la production de crédit qui est qui est repartie depuis le début de l'année. Alors il faut faire attention avec les chiffres de la production de crédit, parce que les chiffres de la Banque de France, ce sont des crédits décaissés, donc ça ne reflète pas la demande finalement, parce qu'il y a toujours 3 mois entre le moment où je vais chercher mon crédit, je fais une demande de crédit et je vais acheter, et le moment où sont décaissés les crédits. Donc il y a toujours, et c'est pour ça qu'en début d'année, janvier, février, mars, on avait des niveaux de production de crédit qui étaient vraiment les plus bas depuis 2015. Quelques chiffres. En février, 7,3 milliards de crédits. Alors ça, c'est les nouveaux crédits. Il y a hors renégociation, nouveaux crédits. Mars, 6,7 milliards. Donc ça baisse encore. Et en avril, on repasse à 8,9 milliards. Donc ça, ce sont les crédits dont la demande a été initiée en avril, en janvier, février. Donc on voit bien que c'est en corrélation avec la réouverture en janvier très forte des banques et la baisse des taux qui a commencé à s'amorcer en janvier. Donc on a des crédits en production qui sont à la hausse et des crédits en demande aussi qui sont à la hausse assez forte depuis le début de l'année. Avec des banques qui ont changé d'attitude par rapport à l'an dernier, donc qui sont plus ouvertes. Et où le prêt immobilier redevient un produit d'appel. Complètement. Alors, elles ont changé d'attitude pour plusieurs raisons. La première, parce qu'évidemment, les taux sont un petit peu apaisés en début d'année, mais ils ont anticipé aussi la baisse des taux de la BCE qui a eu lieu il y a quelques semaines, mais surtout dans une volonté commerciale. C'est-à-dire que les banques, en début d'année, elles ont leur projection de crédit à faire en 2024 et elle démarre toujours l'année très très fort et donc là on est dans une logique où les banques veulent acquérir de nouveaux clients.
et l'acquisition de nouveaux clients pour les banques, c'est par le crédit. Donc elles ont poussé les feux sur le crédit. Donc elles ont fait quoi ? Allongement des durées des prêts, baisse des taux. Et là, on était dans une baisse des taux vraiment concurrentielle, où nous, on recevait d'une semaine sur l'autre des barèmes en baisse parce que les banques se concurrençaient entre elles pour avoir tel ou tel type de client. Donc vraiment, parce qu'effectivement, au début d'année aussi, il y avait un marché de la transaction qui était vraiment en berne. Donc tout le monde voulait aller chercher ses clients à financer. Donc concurrence des banques qui sont complètement réouverts à tous les types de clients, y compris évidemment les primo-accédants, pour faire leur volume de crédit avec des taux qui ont baissé. On le reverra peut-être un peu plus tard, de janvier à aujourd'hui. Justement, on va voir deux infographies très intéressantes sur l'évolution des taux d'intérêt. Tout d'abord, le premier, alors on va voir depuis juillet 2023. Voilà, si on regarde dans le rétroviseur, on était à 3,86%. Mai 2024, 3,65%. Et entre-temps, il y a eu pas mal d'évolutions. Caroline. Et souvenons-nous qu'en 2021, on était à 1,25%. À combien, ça, il faut le redire 1,25. 1,25, on n'entendra plus jamais. Ça. Non, 1,25, je pense qu'on n'entendra plus jamais, dans le sens où, peut-être que la Banque centrale s'est fait prendre un peu à son propre piège et avant d'avoir un afflux massif de liquidités dans l'économie, à moins que l'économie soit vraiment en berne. Simplement, ce qu'on oublie, et vous le savez, en fait, le fait générateur de l'augmentation des taux de crédit, si vous voulez, l'épouvantail des économies modernes, vous le savez, c'est l'inflation. Voilà. Donc on avait des taux à 1,25 parce qu'on avait une inflation à 0,70. Dès lors que l'inflation a décroché, si vous voulez, que c'est dérégulé alors qu'elle était parfaitement maîtrisée depuis plusieurs années, et que du coup elle a augmenté de manière brutale à la fois par l'augmentation des denrées alimentaires, mais aussi par les conditions d'approvisionnement de l'énergie en France, etc. La conjonction de plusieurs facteurs, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques, on oublie aussi la guerre dans le canal de Suez avec les Houthis qui privent l'approvisionnement de matières premières. Il y a une conjonction de facteurs, si vous voulez, qui à un moment donné ont fait que cette inflation parfaitement maîtrisée est passée de 0,70 et tout d'un coup, en 18 mois, elle s'est emballée, on l'a retrouvée quasiment à 6%. Voilà. Et donc la Banque centrale s'est alignée, comme elle le fait historiquement, pour lutter contre la hausse de l'inflation. Elle augmente les taux, c'est ce qu'elle a fait. Et c'est surtout la brutalité de cette augmentation qui a freiné tous les marchés, le vôtre comme le nôtre. En fait, très simplement, elle réduit les liquidités. Elle réduit la capacité pour les entreprises de s'endetter, d'avoir de la liquidité pour faire du développement et donc pour finalement accélérer les prix. Donc elle réduit la croissance et la surchauffe. Et on a eu, en l'espace de 18 mois, des taux qui ont été multipliés par 4. Oui, on est passé de 1 à 4. Choc avec le taux d'usure, choc avec la solvabilité des ménages, avec des prix de l'immobilier qui étaient encore élevés, et donc contraction complète de la production de crédit. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis le début de l'année, ça rebaisse progressivement depuis 5 mois consécutivement. Depuis janvier, en fait. Voilà, depuis janvier. Donc, depuis janvier, on est sur une baisse continue des taux. Voilà, les banques, elles sont, je dirais, entre un petit peu de prudence et en même temps de besoin aussi de redynamiser leur marché du crédit. Alors justement, deuxième infographie que l'on va voir, c'est la capacité d'achat des ménages. Et là, vous avez sélectionné en fait différents profils. Alors effectivement, c'est des chiffres un peu à prendre un peu avec des pincettes parce qu'on a fait des simulations, mais on voit bien que ça dépend des taux d'apport, ça dépend de pas mal de choses en fait. Mais on voit qu'un couple avec 5 000 euros de revenus, voilà, il peut acheter un logement autour de 310 000 euros. Par contre, vous voyez, il faut, pour avoir ce niveau de budget, il faut quand même un apport très très important. Donc les niveaux d'apport restent demandés. On a eu ces périodes où on pouvait emprunter à 110% et sans apport. Maintenant, c'est devenu extrêmement rare. Donc, les apports, c'est entre 10 et 20%, demandés par les banques. Alors, est-ce que pour vous, et on va évoquer aussi bien sûr l'OAT 10 ans, différents impacts, la dissolution aura justement un impact sur nos marchés, sur les marchés de l'immobilier? Alors, la dissolution, elle a déjà eu lieu. Oui. Alors la dissolution, effectivement, elle a eu lieu. Elle a eu
elle a donné lieu à un petit moment de surchauffe, puisqu'on a vu l'OAT le lendemain, le lundi, bondir. On a agité le spectre des taux de crédit qui allaient augmenter. Et puis finalement, l'OAT, elle est redescendue. Voilà. L'OAT 10 ans, pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait le thermomètre, c'est sur cette base que les banques fixent leur taux de crédit. Quand l'OAT augmente, les banques augmentent leur taux. Quand elles baissent, c'est un petit peu un indicateur, c'est le coût de refinancement à 10 ans. Et donc l'OAT, moi j'ai noté le 10, elle est montée à 3,54 et aujourd'hui, elle est redescendue à 3,12, 3,13, le même niveau que le mois de mai. La surchauffe, et après, je pense qu'on est plus dans une dimension de on attend de voir. Pour autant, nous, aujourd'hui, on a des banques qui nous ont envoyé des barèmes en baisse. De quelques points. Toujours. Ouais. Donc, on n'a pas de blocage pour l'instant dans cette période. Pas de blocage pour l'instant, Charles ? Moi, j'aimerais pouvoir dire ça, mais je ne vais pas dire ça, en fait, parce que... non, alors moi, je ne suis pas Nostradamus, je ne sais pas ce qui se passera le soir du 7 juillet, donc là, la démocratie va s'exprimer pleinement. La seule chose, c'est que historiquement, on sait qu'en période d'élection, qu'elle soit d'ailleurs présidentielle ou législative, ça crée une crispation du marché, si vous voulez, parce que celles et ceux qui sont en projet ont tendance à attendre de voir quels vont être les projets des nouveaux arrivants ou des sortants, ou peu importe qui sera au pouvoir à l'aune du 7 juillet. Mais aujourd'hui, et encore aujourd'hui, devant le MEDEF, on avait l'exposition de l'ensemble des projets économiques des différentes orientations, des différentes formations politiques. Et là, il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Alors, seront-elles tenues ou pas ? L'histoire le dira. Suppression des frais de notaire, pour les primo-accédants. Pour les primo-accédants. Ouais. Moi, je dis, je comprends si je suis primo-accédant aujourd'hui. Ça fait 6 mois que j'essaie d'acheter un appartement. Je me dis, je vais attendre un petit peu, parce que si d'aventure Gabriel Attal était de nouveau Premier ministre le 8 septembre, eh bien, je bénéficierais de l'exonération totale ou partielle des droits de mutation ou des frais de notaire. Et puis, peut-être qu'il y aura un réménagement du PTZ et peut-être, et je ne sais pas. D'autant que là, le Premier ministre a déclaré que tout d'un coup, la préoccupation principale des Français, c'était d'acquérir leur logement et qu'il l'avait bien entendu. Alors, quand vous avez lâché cette petite phrase, ça veut tout dire et rien dire, mais ça veut dire à toutes celles et ceux qui sont en projet, est-ce que j'attends encore 3 mois ? Moi, je crois que chacun doit mesurer son risque. Voilà. Incontestablement, ça va créer une crispation du marché pour celles et ceux qui ne sont pas dans l'urgence ou qui n'ont pas de contraintes immédiates. Ceux qui ont un vrai bon projet... Je partage l'avis de Caroline, les taux sont bons aujourd'hui. Que vont-ils devenir ? Parce qu'il y a aussi le risque, est-ce que le 8 juillet, l'OAT ne va pas reprendre 0,50 ? Ça, personne n'est capable de le dire. Même si on sait que c'est quand même pas mal piloté par la Banque Centrale Européenne. Mais globalement, il faut mesurer son risque. Donc si vous avez un bon projet, remaniement par remaniement, législatif par législative, allez au bout de votre projet. Parce que redonnons à l'acquisition de la résidence principale son objectif originel. Qui est de mettre sa famille à l'abri, qui est de s'acheter un toit, de se créer un environnement de vie familiale dans lequel on aura plaisir à vivre et à partager des moments d'exception. Et je crois qu'on a un peu oublié que c'est ça, finalement, l'objectif principal d'une acquisition d'une maison ou d'un appartement, et pas de faire de la plus-value. Exactement. Mais un risque d'attentisme, effectivement. Caroline, vous aussi, vous percevez les choses de cette façon ? Oui, alors nous aujourd'hui on a quand même beaucoup de demandes. On a une demande qui est redevenue très active, donc ça c'est très positif. Et je crois qu'effectivement quand même l'acquisition de sa résidence reste quelque chose qui est politique, économique. Je crois que de tout temps, les Français, c'est la valeur refuge. C'est aussi une valeur refuge dans des temps d'incertitude. Être propriétaire de son logement, c'est important. C'est se constituer un patrimoine. Les taux sont hyper attractif par rapport à ce qu'on a connu ces derniers mois. Des taux, ça se renégociera aussi. Oui, donc effectivement, moi je partage l'avis de Charles. Si on a un projet, on est
il n'y a pas d'hésitation à avoir et il n'y a pas de risque aujourd'hui à s'engager dans un investissement immobilier. On doit profiter aussi encore jusqu'à la fin de l'année, ça c'est pour les investisseurs, sur le locatif du dispositif Pinel, qui est encore... Ça arrête au 31 décembre exactement, 2024. Exactement, donc il est encore aujourd'hui ouvert, donc il faut y aller. Il sera temps de réfléchir effectivement au dispositif qu'il faudra mettre ensuite en place pour soutenir le logement. Mais alors justement, pour poursuivre, au-delà des résultats des prochaines élections et quelle que soit la couleur politique, qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de fluidifier l'activité des marchés immobiliers ? Peut-être qu'il pourrait entendre aussi vos propositions. Charles ? En fait, si vous voulez, moi j'ai toujours distingué 3 marchés qui ne répondent pas des mêmes stimuli et qui ne méritent pas la même politique. Le marché du neuf, dont vous savez qu'il est gravement aujourd'hui en panne. Le marché de la transaction de résidentiel dans l'ancien, qui moi est mon marché de prédilection, mais qui a cette faculté malgré tout à s'autoréguler avec finalement un législateur qui est assez peu intervenant. Et puis le marché de la location qui est vraiment devenu le parent pour... Voilà. Quoi qu'il en soit, on va pas détailler aujourd'hui les 3 segments de marché, mais il devrait y avoir une vraie prise de conscience qui a été partielle et à mon goût pas tout à fait totale. Caroline a dit tout à l'heure, le logement c'est quelque chose qui socialement est important dans l'esprit des Français. Il faut, quelle que soit l'orientation politique à l'issue du 7 juillet, il faut un ministère du logement qui soit un ministère régalien et qui soit lié à l'aménagement du territoire avec une politique du logement et une visibilité non pas à 5 mois ou à une élection présidentielle à 3 ans, mais avec un projet d'aménagement du territoire dans lequel on doit loger l'optimisation de la partisane également, comment on fait la transition écologique de la construction immobilière, comment on optimise les parcelles qui risquent, quelle densité on met, quelle densité on ne met pas, où est-ce qu'on les met, etc. Ce travail de fond n'a pas été fait par... Et là, je suis désolé, on ne peut pas jeter la pierre qu'a Emmanuel Macron et son gouvernement. Ça fait 25 ans que cette problématique du logement a été maltraitée dans tous les sens du terme. Et il faut que ça s'arrête parce que c'est un vrai souci. Ça va devenir une problématique sociale assez grave. On n'en est pas encore là, mais c'est pas loin d'être le cas. Certains disent que c'est une vraie crise sociale du logement, mais ça va le devenir si on ne prend pas ça en main. Alors des solutions, il y en a plein. On ne va pas les citer aujourd'hui, mais si on parlait que du marché locatif, tout le monde appelle de ses voeux le statut du bailleur privé. Là, le gouvernement est sourd par rapport à ça, mais il y a plein d'autres dispositifs. Moi, à l'époque, je m'étais mis à la disposition du ministre. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, ou il n'a pas eu le temps, ou il n'est pas resté assez longtemps, peu importe, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais il y a plein de gens de bonne composition, certains de mes confrères et des promoteurs, des courtiers en crédit, des gens qui sont opérateurs de ce marché. Les idées de bon sens ne manquent pas. Voilà, des idées de bon sens, il y en a plein, mais avec un principe, un vrai principe fondamental sans lequel rien ne peut exister, c'est considérer que les Français, on leur doit la santé, l'éducation, la sécurité et le logement. Caroline. Oui, effectivement, il y en a plein. Quelques-unes quand même. Sur le front du crédit, nous, ce sont vraiment les dispositifs du HCSF. On rappelle ce Haut Comité de Stabilité Financière. Vous considérez que c'est un frein ? Qui a rendu obligatoire des normes en 2022, donc de façon complètement contracyclique, là où le marché du crédit vraiment était en grande difficulté, des normes restrictives pour l'octroi de crédit, avec 35% d'endettement un peu figé dans le marbre. Nous, on préfère la notion de reste à vivre. Les banques de tout temps, elles ont octroyé des crédits en s'appuyant sur plutôt autour de 33%, plus en allant jusqu'à 40% ou en descendant selon le reste à vivre et la typologie de l'emprunteur. Il faut rappeler que ce sont les banques qui prennent les risques, c'est pas le Haut Comité Stabilité Financière, et que le crédit immobilier n'est pas facteur de surendettement, puisque je pense en gros 95% des ménages surendettés, ce sont les chiffres de la Banque de France, ce sont des locataires ou des habitants à titre gratuit, donc ce ne sont pas des propriétaires. Donc sur l'immobilier, laissons faire les banques sur ce 35% d'endettement, privilégions le reste à vivre, parce que ça aussi, ça bloque énormément les investisseurs. Si demain on dit que le dispositif Pinel disparaît, un investisseur qui souvent est un patrimonial, qui a des bons niveaux de revenus, si vous restez que sur 35% et que vous ne prenez pas en compte la façon dont les revenus locatifs et les dépenses de crédit, ils sont bloqués par ces critères d'octroi de crédit.
Alors bien évidemment, ils ont mis en place des marges dérogatoires, mais qui sont impilotables par les banques au niveau des agences. Donc ça, c'est la première chose que nous, on demande, c'est un moratoire sur les critères du HCSF. Et on ne prend pas de risque, on fait un moratoire d'1 an, on voit ce qui se passe. Voilà. Dernier bon conseil, tous les deux, rapidement pour terminer, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite acheter, vendre ou emprunter pour acheter ? Moi, je crois qu'il faut être lucide quand on achète un bien. Il faut acheter de manière raisonnée et raisonnable. Voilà. C'est-à-dire que il faut que vous fassiez votre calcul économique. Vous avez les contraintes HCSF, vous les connaissez. Donc, l'avantage des transactions dans l'ancien, c'est qu'on connaît le prix de l'ancien. C'est un prix de marché. C'est pas un prix technique. Donc, vous savez exactement ce que vous pouvez emprunter. Voilà, et vous savez que pour cette somme-là, vous avez qu'à confronter votre projet avec le marché et en fonction de vos desiderata. Il faut faire quelques concessions, mais il faut rester raisonnable. Moi, je crois que l'investissement d'une résidence principale, c'est s'acheter une vie de plaisir et de bons moments et pas une vie de difficulté. Voilà, donc il faut faire quelque chose de raisonné et de raisonnable. Caroline, en conclusion. Je suis d'accord, il faut rester raisonnable, mais il faut bien dire aussi aux primo-accédants qu'il faut entrer assez rapidement sur l'acquisition d'un logement. On a tous dans nos entourages des gens qui ont acheté très tôt et c'est beaucoup plus facile après. Donc ça, c'est la première chose. Et puis évidemment, il faut aller voir les bons professionnels. Donc évidemment, sur la partie des taux et du crédit, allez voir un courtier. N'importe lequel, qui vous est recommandé par votre entourage, mais être accompagné, gagner du temps, négocier un taux, et puis surtout, structurer un crédit, c'est un métier. Et selon la façon dont le crédit est structuré, sur sa durée, comment on le raccourcit, on va avoir les meilleurs outils pour pouvoir négocier avec une banque et pour pouvoir aussi acheter son bien, parce que finalement, le courtier va vous émettre un avis de faisabilité. Et ça, c'est extrêmement sécurisant par rapport à un agent immobilier, un vendeur. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages, merci pour votre optimisme. Et on reste optimiste en cette année. Charles Marinakis, merci beaucoup. Merci Olivier, merci de votre invitation. Caroline Arnoux, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.